Si Game of Thrones a su s'adapter au roman de J.R.R. Martin, parfois la série a fait de curieux choix en omettant plusieurs personnages créés par l'auteur. Certaines coupures ou choix par rapport au livre restent encore fortement discutés auprès des fans. Le thème de cette vidéo traitera de ce fait d'un personnage jamais apparu dans la série, si ce n'est symboliquement parlant. Il convient donc d'être à jour dans la lecture, notamment le livre 5 du Trône de Fer, car il serait dommage de vous gâcher la rencontre avec un tel personnage. Maintenant que tout est dit, plongeons-nous dans l'histoire entourant celui que l'on surnomme Griff le Jeune. Griff le Jeune est un personnage que rencontre Tyrion Lannister dans le 5e livre lors de son périple sur Essos. Il s'agit d'un jeune garçon qui voyage avec son père appelé Griff, qui est très protecteur envers son enfant. Griff le Jeune est mince, grand et costaud, et il a la particularité d'avoir les cheveux teints en bleu foncé comme son père en l'honneur de sa mère décédée qui était de Tyroche. Dès le départ, Tyrion a de sérieux doutes quant à l'identité de ces deux personnages, car le nain, en plus d'être malin, remarque qu'ils ont des manières assez étranges pour des mercenaires. De plus, il ne comprend pas pourquoi Illyrio Mopatis, qui l'a hébergé après sa fuite de Port-Réal, accorde autant d'importance aux deux Griffes. En réalité, Tyrion a bien raison d'avoir des doutes, car les deux personnages ne sont pas ce qu'ils prétendent être. La vérité éclate plus tard et Tyrion parvient à identifier les deux personnages. Griff le Jeune est en réalité Aegon Targaryen, tandis que son père Griff n'est autre que Jon Connington. Et là vous vous dites, mais qui sont réellement ces deux personnages ? Jon Connington est bien connu de Tyrion puisqu'il est l'une des anciennes mains du roi Daerys II Targaryen qui avait échoué à débusquer Robert Baratheon lors de la bataille des Cloches et qui fut exilé par le roi fou sur Essos juste après la défaite. Quant à Aegon Targaryen, il s'agit ni plus ni moins du fils du prince Rhaegar Targaryen et de la princesse Elia Martell. Mais comment se fait-il que le jeune Aegon soit encore en vie alors que, pour rappel, l'histoire a toujours attesté qu'il était mort tué par Gregor Clegane la Montagne lors du massacre de la famille royale à Port-Réal juste avant l'arrivée de Ned Stark et Robert Baratheon? Ces personnages avaient même par ailleurs constaté la mort du jeune petit prince car la Montagne et Tywin avaient apporté les corps d'Elia et ses enfants enveloppés dans des capes Lannister, suscitant honte et dégoût dans la salle du trône. C'est Varys qui aurait sauvé le petit Aegon, encore nourrisson, peu avant le massacre de la famille royale. Le maître espion aurait acheté un enfant à un tanneur de Port-Réal en échange d'une bouteille de vin de la Treille Aurée, un des plus grands crus de l'île. Varys aurait ensuite procédé à l'échange des bébés, sachant que la rébellion tournait en défaveur du roi, puis il aurait envoyé le petit Aegon directement à Essos chez Illyrio Mopatis. Sur place, il aurait été éduqué comme un prince, recevant une éducation noble et étant entouré des proches amis d'Illyrio. C'est là que Jon Connington, qui servait la Compagnie Dorée, se fait passer pour mort afin de quitter la compagnie, puis il prend le petit Aegon sous son aile, toujours sous le regard protecteur d'Illyrio. De l'autre côté du détroit, Robert Baratheon s'empare du trône de fer, tandis que Viserys et Daenerys, les oncles et tantes d'Aegon, s'exilent à leur tour à Essos. Des années plus tard, Tyrion rejoint à son tour Essos après avoir tué son père Tywin. Il est embarqué avec eux en direction de Meereen pour se mettre au service de Daenerys Targaryen. Mais la mère des dragons a décidé de régner sur place, mettant les plans d'Illyrio et Varys à mal, car le but était de marier Aegon et Daenerys puisqu'ils ont le même âge, et de les mettre ensemble sur le trône de fer. Tyrion conseille à Aegon de partir pour Westeros s'emparer du trône de fer, afin de passer pour un conquérant et non un mendiant quand viendra Daenerys. Le jeune Targaryen, galvanisé, part avec Jon Connington en direction du campement de la Compagnie Dorée pour s'y faire reconnaître. Il y rencontre sur place Harry Strickland, commandant de la Compagnie Dorée, qui se montre d'abord méfiant car il ne suit que l'or et préfère attendre que Daenerys bouge en direction de Westeros. Mais la jeune reine, comme je vous ai dit, décide de rester sur Meereen pour gouverner, ce qui retarde les plans de la Compagnie Dorée. Aegon lui promet la gloire, préférant ne pas attendre sa tante, et se montre très convaincant à tel point que les soldats de la compagnie l'acclament, sonnant les vents du départ en direction de Westeros. En approchant du continent, les navires sont séparés par une violente tempête, et le débarquement de la Compagnie Dorée se fait en plusieurs fois. Ils s'emparent très facilement de l'île de Torse, fief de la maison Torse, dont est issue Brienne, ainsi que la petite île d'Estremont, juste à côté. Ils débarquent ensuite sur les terres de l'orage et s'emparent du château de la Griffonnière, ancien château de la famille Connington. Harry Strickland est inquiet,
car la tempête a dispersé ses bateaux, dont ceux transportant ses éléphants. Et oui, dans le livre, les éléphants n'ont pas peur de l'eau, hein, n'est-ce pas la saison 8 ? Enfin bon, le commandant de la Compagnie Dorée finit quand même par avoir 3 éléphants avec lui, et il se dirige vers la forteresse d'Akalmi, fief de la maison Baratheon, occupée par les soldats de Stannis. Aegon en profite pour révéler son identité et se proclame roi des 7 couronnes. Cet acte fragilise encore plus la position du roi Tommen, affaibli par l'absence de sa mère Cersei, qui vient tout juste de revenir de sa marche d'expiation. Concernant Akalmi, le château semble pratiquement abandonné depuis le départ de Stannis au nord, et sa capture enverrait un sacré message à la couronne, empêtrée dans les affaires avec les moineaux et la foi militante. L'armée de Lord Mace Tyrell est stationnée juste devant la capitale et elle attend de voir comment va se dérouler le jugement de Marjorie Tyrell, retenue prisonnière des moineaux, avant de peut-être aller affronter ce fameux Aegon. Jon Connington cherche à gagner du temps afin de préparer la guerre à venir, rassemblant ses alliés auprès de lui et recevant même des missives du prince Doran Martell, l'invitant à une entrevue. Doran Martell prépare en amont sa vengeance contre les Lannister suite à la mort d'Oberyn Martell et il envoie sa fille Aryanne pour traiter avec le prince Aegon et peut-être même tenter de séduire le jeune roi afin de conclure un pacte de mariage entre les deux familles. Aegon Targaryen semble plutôt ouvert à cette négociation et il semblerait que les quelques chapitres du livre 6 révélés par Martin vont dans ce sens. Mais point de panique, je ne vais pas en dire davantage. Du côté de la capitale, la future prise de pouvoir d'Aegon Targaryen commence à se matérialiser physiquement. Varys, qui s'était caché suite au départ de Tyrion, assassine Maestre Pycelle puis blesse la main du roi Kevan Lannister, lui révélant son plan de renverser les Lannister et Tyrell en appuyant le retour du roi Aegon Targaryen sur le trône. Varys achève le lion Lannister d'un tir d'arbalète, fragilisant encore plus la position de la couronne face au retour improbable du petit roi que l'on pensait mort. La situation est figée à ce moment précis dans le livre 5, et il est fort à parier que le 6e livre nous en révélera plus sur les intentions d'Aegon et son devenir dans la saga. Depuis 2011, date de parution du dernier ouvrage du Trône de Fer de J.R.R. Martin, les lecteurs se sont penchés sur ce cas du mystérieux Aegon qui semble surgir de nulle part. Et si en réalité il n'était pas Aegon, mais plutôt un faux Aegon. En effet, personne, mis à part Varys, ne peut invalider l'histoire de l'échange des enfants, et on connaît trop bien Varys pour croire tout ce qu'il raconte. Comme l'a si bien étudié la Garde de Nuit dans un article très pertinent que je vous mets en description, les enfants ayant des traits valériens ne manquent pas sur le continent d'Essos. Varys a peut-être pris un garçon au hasard sur Essos et le fait passer pour le prince Aegon. Cette histoire n'est potentiellement qu'une invention et Aegon est peut-être lui-même persuadé d'être Aegon alors qu'il ne l'est pas. Mais pour beaucoup, Aegon Targaryen ne serait qu'un pantin dans un jeu des trônes qu'il ne comprend pas puisque lui-même ignore sa propre identité. Illyrio serait en réalité son père, et Serra, la femme d'Illyrio qui est morte depuis longtemps, serait en réalité la mère d'Aegon, ce qui expliquerait les traits valériens de l'enfant et l'affection très particulière que lui porte Illyrio. Ceci expliquerait aussi pourquoi Illyrio n'a pas pris sous sa protection Viserys et Daenerys durant leur jeunesse, car il ne s'intéressait pas à eux, mais plutôt à monter une histoire avec Varys pour mettre son fils sur le trône. En plus, cette fameuse Serra serait une feu noire, une descendante de la famille bâtarde des Targaryens, car lors d'une discussion avec Tyrion, Illyrio l'informe que la lignée mâle des feux noirs est éteinte, mais la lignée femelle, il n'en dit rien du tout. En plus, Illyrio prononce une phrase qui alimente les théories « Noir ou rouge, un dragon reste un dragon ». Du coup, on aurait le retour des feux noirs sur le devant de la scène dans le Trône de Fer, ce qui expliquerait aussi pourquoi la Compagnie Dorée, fondée à l'origine par Aegor Rivers, un des alliés les plus emblématiques des feux noirs, décide de rompre son contrat pour s'engager avec Aegon et partir aussi facilement avec lui à la conquête de Westeros. En réalité, Aegon ne serait pas Aegon Targaryen mais bien Aegon Feu Noir, et il serait un personnage manipulé par Varys et Illyrio, utilisant la prestigieuse Compagnie Dorée pour s'emparer du Trône de Fer et chasser les Lannister du pouvoir. Dans la série, ce personnage n'est jamais apparu bien entendu, mais il semblerait que les scénaristes et les showrunners aient décidé de plus ou moins intégrer son histoire en renommant Jon Snow Aegon Targaryen pour un petit peu boucler la boucle si vous le voulez. En réalité, Jon Snow n'est peut-être même pas sûr de s'appeler Aegon Targaryen dans les livres, enfin bon, revenons sur le sujet, ce personnage n'a jamais été intégré à l'histoire et c'est fort dommage, puisqu'il aurait pu être un candidat venant troubler le jeu des trônes. Quant au livre, nous verrons bien si Aegon Targaryen est réellement celui qu'il prétend être dans le livre 6. Vu l'épaisseur de ce futur livre, qui devrait faire au moins 1500 pages,
Il est fort à parier que l'intrigue d'Aegon sera au centre de l'histoire tant il se place en conquérant. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était le Maître Thibaut, votre humble conteur d'histoire, en quête de savoir et de mystères à élucider.